Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un récit qui, je vous l'avoue, demeure l'un des plus troublants et dérangeants dont j'ai entendu parler. Nous allons plonger ensemble dans une affaire qui s'est déroulée le 3 octobre 2018 au sein d'une petite communauté rurale proche de la ville de Bangor dans l'État du Maine. À cette époque, la disparition inexpliquée d'un jeune garçon nommé Ethan Chambers a suscité l'attention des habitants et des forces de l'ordre pour finalement révéler une vérité bouleversante. L'enquête s'est focalisée sur le couple Forrester, Alan et Beverly, dont les agissements dépassaient l'entendement et dont les motivations sont restées, jusqu'à un certain point, impénétrables. Avant de poursuivre, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à soutenir mon travail en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. La région où se déroulent ces faits est essentiellement agricole, marquée par des champs et des pâturages s'étendant à perte de vue. Les routes sont peu nombreuses, souvent bordées de vieux poteaux télégraphiques. La population, plutôt vieillissante, apprécie cette tranquillité et se mêle rarement des affaires d'autrui. Dans ce décor, l'école du village tient lieu à la fois d'établissements scolaires et de centres communautaires. C'est là qu'Ethan Chambers, un garçon de 8 ans, a fait son entrée quelques semaines après son adoption par Alan et Beverly Forrester. Les professeurs, habitués à suivre de petits effectifs, avaient remarqué qu'Ethan était un enfant courtois, avide d'apprendre, mais parfois en retrait, comme s'il peinait à nouer des liens profonds avec ses camarades. Personne ne s'en inquiétait outre mesure, tant il était fréquent de rencontrer des enfants timides ou marqués par un passé difficile dans cette contrée isolée. Alan Forrester, âgé de 38 ans, apparaissait comme un homme à la fois fuyant et imprévisible. Sa silhouette élancée, ses cheveux bruns constamment tirés en arrière, témoignaient d'une certaine négligence. Il avait tendance à s'exprimer par de courtes phrases ou à s'isoler brusquement au beau milieu d'une conversation. Certains voisins l'avaient aperçu s'affairant dans un hangar rempli de meubles anciens, d'outils rouillés et de pièces détachées dont on ignorait l'usage. Beverly, plus jeune de 2 ans, était de petite taille, avec une stature ronde et des cheveux noirs coupés de façon inégale. Dans les rares moments où elle parlait, on la trouvait polie, bien que son sourire semblât toujours un peu forcé. Leur maison, située au bout d'un chemin de terre, se distinguait par son jardin en friche et une façade lézardée par l'humidité. La communauté, peu habituée à les voir, leur portait une curiosité mêlée de méfiance. Lorsque le couple Forrester annonça avoir adopté un enfant, les réactions furent mitigées. Certains se réjouirent qu'un garçon orphelin depuis ses 3 ans puisse trouver un foyer, même modeste. D'autres s'étonnèrent qu'un foyer précaire et éloigné de tout ait reçu l'aval des services sociaux. Les contrôles administratifs, parfois lacunaires dans cette région, n'avaient pas relevé d'obstacles majeurs. Toujours est-il qu'Ethan commença à fréquenter l'école du village, et tout sembla normal au début. Il apparaissait ponctuel, se montrait attentif en classe, bien qu'il montrât des signes de fatigue par moments. Ses professeurs estimaient qu'il avait besoin de temps pour s'adapter à son nouvel environnement familial. Pourtant, des anomalies surgirent peu à peu. L'enfant portait souvent les mêmes vêtements, comme s'il n'avait pas de rechange. Il affichait une obéissance excessive envers les adultes, guettant le moindre signe de leur part. Ses résultats scolaires commençaient à chuter, car il semblait toujours inquiet et incapable de se concentrer. C'est surtout lorsqu'il cessa brutalement de venir à l'école que l'alerte fut donnée. Beverly envoya un mot justifiant l'absence par une grippe persistante. Mais aucun suivi médical ne fut signalé et les tentatives de contact téléphonique demeurèrent vaines. Les enseignants, inquiets, alertèrent finalement les services de protection de l'enfance, qui dépêchèrent un adjoint du shérif. Celui-ci fit face à un Alan hostile, peu disposé à laisser quiconque approcher Ethan. Pressentant un danger,
l'adjoint rédigea un rapport détaillé, incitant les autorités à agir rapidement. Une perquisition fut finalement ordonnée. Au petit matin, plusieurs officiers de police se présentèrent à la maison des Forrester, décidés à vérifier l'état de l'enfant. La porte restant close, ils durent l'enfoncer. À l'intérieur, ils découvrirent un capharnaüm indescriptible. Pièces obscures, odeurs de moisissure, saleté recouvrant la vaisselle et le mobilier. L'ambiance était étouffante, un véritable décor de négligence extrême. Fouillant méthodiquement, ils entendirent des bruits étouffés provenant du sous-sol et découvrirent une cave fermée de l'intérieur. Après l'avoir forcé, ils tombèrent sodomamente sur Ethan, à demi conscient, assis à même le sol et les poignets entravés par des cordes. Les échymeuses giants sur son corps témoignaient de violences répétées, et la maigreur de son visage laissait deviner une malnutrition chronique. Le couple Forrester fut immédiatement arrêté, sans opposer de résistance notable. Transporté à l'hôpital le plus proche, Ethan fut examiné par une équipe médicale. Les professionnels constatèrent des lésions anciennes et récentes, signe que les sévices durèrent depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L'enfant était psychologiquement prostré, incapable de s'exprimer sur ce qu'il avait traversé. Des psychologues furent sollicités pour évaluer son état, concluant à un syndrome de stress post-traumatique majeur. Au vu de la gravité de la situation, des détectives expérimentés furent dépêchés pour enquêter. Ils mirent toujours des preuves dans la cave, notamment des cassettes vidéo montrant des actes d'humiliation et de maltraitance, Alan et Beverly filmant leurs victimes comme s'ils en tiraient une sorte de satisfaction tordue. Le nom de Daniel Carter apparut dans certains enregistrements, ou du moins un prénom et un nom correspondant à une ancienne adoption menée par le couple. Or, selon les registres locaux, Daniel Carter n'habitait plus la région depuis longtemps, et personne ne semblait savoir ce qu'il était devenu. En élargissant leurs recherches à d'autres États, les enquêteurs parvinrent à le retrouver, vivant sous une autre identité. Au départ, le jeune homme refusa tout contact, craignant qu'on ne le force à revivre ses traumas. Grâce à la persévérance d'un détective empathique, il finit par admettre avoir été le premier enfant adopté par les Forrester, à une période où les contrôles administratifs étaient encore plus approximatifs. Son récit bouleversa l'équipe d'enquête. Il avait connu le même sort qu'Ethan, fait de séquestration et de violence, avant de réussir à s'enfuir à l'adolescence et de survivre en se cachant. Le dossier prit alors une ampleur considérable. On comprit que le couple Forrester avait non seulement reproduit des schémas de torture, mais qu'il y avait sans doute une préméditation derrière chaque adoption, un plan macabre élaboré par deux êtres profondément déséquilibrés. Les médecins légistes, en examinant Ethan, confirmèrent que les blessures correspondaient à des actes répétés, marqués par un certain raffinement dans la cruauté. Des brûlures de cigarettes, des contusions semblant prouver qu'il avait été ligoté à plusieurs reprises, et d'autres séquelles confirmèrent l'horreur de la situation. Des spécialistes de la police scientifique passèrent des jours à éplucher le contenu des ordinateurs et des carnets découverts chez les Forrester, mettant à jour des fichiers cryptés où Beverly décrivait ses fantasmes et l'évolution de ses expériences sur le psychisme de l'enfant. Le procès qui suivit fut l'un des plus marquants de la région. La salle d'audience, d'ordinaire peu fréquentée, se remplit de journalistes, de curieux et de gens venus manifester leur soutien à Ethan. Au cours des débats, l'accusation montra des extraits de cassettes à huis clos pour ne pas heurter le public. Les jurés, abasourdis, virent Beverly donner des ordres à Alan pour qu'il attache l'enfant pendant qu'elle psalmodiait des insultes ou des menaces. Dans certains passages, on entendait l'enfant pleurer, implorer, tandis que Beverly semblait ricaner, prenant des notes dans un carnet. Les médecins, cités à la barre,
décrivirent l'état physique et mental d'Ethan à son arrivée à l'hôpital. Daniel Carter, invité à témoigner, apporta un éclairage historique, racontant son propre calvaire et comment Beverly paraissait être l'initiatrice de chaque acte sadique. Il expliqua avoir cru mourir entre les mains de ce couple et n'avoir dû son salut qu'à une fuite hasardeuse. La défense tenta de plaider la folie, arguant que Beverly souffrait d'un trouble psychiatrique majeur, la poussant à concevoir ses sévices, et qu'Alan était lui-même dominé par les délires de sa compagne. Mais les psychiatres mandatés par la Cour relevèrent que, si Beverly présentait bien des traits pathologiques, elle demeurait consciente de ses actes et cherchait à en tirer un sentiment de toute puissance. Quant à Alan, il n'était pas le simple exécutant passif qu'il prétendait être. Les vidéos montraient qu'il participait activement aux tortures et n'hésitait pas à frapper l'enfant pour le soumettre. Les enquêteurs, retraçant la chronologie des faits, démontrèrent que le couple semblait chercher à adopter des enfants dont le profil, orphelin et solitaire, facilitait leur emprise. L'avocat général décrivit un véritable piège où la naïveté d'Ethan l'avait rendu vulnérable à un plan démoniaque. Après des jours de témoignages et de plaidoiries éprouvantes, les jurés n'eurent guère d'hésitation. Alan et Beverly Forrester furent déclarés coupables de l'ensemble des charges: enlèvement, séquestration, actes de torture et de barbarie sur mineurs, production de matériel illégal et conspiration pour dissimuler leurs crimes. Le juge, prenant la parole pour prononcer la sentence, souligna la gravité exceptionnelle de cette affaire, qui avait mis en lumière la face la plus sombre de la maltraitance. Alan, considéré comme entièrement responsable de ses choix, fut condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Beverly, jugée coupable mais reconnue comme souffrant d'un trouble psychique grave, fut internée dans un établissement psychiatrique de haute sécurité pour une durée indéterminée. Les témoins présents dans la salle décrivirent une scène où un silence lourd tomba à l'énoncé du verdict, avant qu'un soupir collectif de soulagement ne s'élève. Au-delà de ce jugement retentissant, les répercussions sur la communauté furent trop multiples. L'école du village, qui avait accueilli Ethan, se sentit coupable de ne pas avoir réagi plus tôt. Ses professeurs mirent en place un protocole de vigilance renforcé, prenant désormais très au sérieux le moindre signe alarmant. Les habitants, autrefois enclins à respecter la vie privée de chacun, comprirent qu'il était indispensable de signaler la moindre suspicion de maltraitance, surtout quand un enfant est en cause. Des associations locales émergèrent, se donnant pour mission de suivre de près les conditions dans lesquelles vivent les enfants adoptés dans la région. Les médias, un temps surexcités par l'aspect macabre de l'affaire, finirent par relayer la nécessité de réformer le système d'adoption, en pointant les failles qui avaient permis au couple Forrester d'agir. Ethan, après un séjour prolongé à l'hôpital, trouva refuge dans un foyer spécialisé avec un accompagnement thérapeutique intensif. Les médecins restaient prudents. Le garçon conservait un mutisme sélectif et réagissait parfois violemment à la moindre tentative de rapprochement physique. Son parcours de guérison s'annonçait long et semé d'embûches, mais l'enfant manifestait par moments une forme de curiosité pour le monde extérieur, signe encourageant que tout n'était pas perdu. Daniel Carter, libéré du poids du secret, put témoigner ouvertement de son passé, recevant de nombreux messages de soutien. Il collabora à des conférences organisées par des spécialistes de l'enfance maltraitée, insistant sur le fait que le silence est le plus grand allié des bourreaux. Son courage permit de sensibiliser l'opinion à la complexité des abus intrafamiliaux, qui se déroulent parfois sous couvert d'un discours prétendument bienveillant. Le lieu du crime, la sinistre demeure des Forrester, fut mis sous scellé pendant toute la durée de l'instruction. Après le procès, les autorités locales,
ne trouvant aucun acquéreur, décidèrent de la raser pour éradiquer la mémoire d'une histoire trop douloureuse. À la place, un espace vert fut aménagé, planté de quelques arbres et agrémenté d'un banc commémoratif, en hommage aux enfants qui ont souffert dans l'ignorance générale. Certains habitants s'y recueillent parfois, ressassant ce drame qui a secoué la région et rappelant à chacun combien il est crucial de prêter attention aux moindres signes de détresse. Car au-delà du sordide, cette affaire a surtout révélé combien la vigilance de tous est essentielle pour protéger les plus vulnérables. Aujourd'hui, Alan croupit derrière les barreaux d'une prison où il ne manifeste aucun signe de regret, évitant tout contact. Beverly, enfermée dans son unité de soins psychiatriques renforcée, demeure sujette à des accès de rage et à des phases de repli où elle refuse la moindre interaction. Les médecins constatent chez elle une logique dérangeante, où elle tente parfois de minimiser ses actes, d'autres fois de les justifier comme un besoin d'expérimenter le contrôle. Nul ne sait si elle pourra un jour réintégrer le système pénitentiaire classique, tant son état mental demeure instable. La plupart des experts estiment toutefois qu'elle restera enfermée à vie, de même qu'Alan, garantissant que jamais ils ne pourront approcher d'autres enfants. De cette tragédie, la communauté rurale du Maine a tiré la leçon d'une nécessaire solidarité. Les voisins, un temps focalisés sur leur discrétion, ont pris conscience qu'un simple doute peut sauver une vie. Les enseignants, bien plus alertes, communiquent désormais régulièrement avec les services sociaux, et des formations spécifiques ont été mises en place pour détecter les cas de maltraitance. Les associations d'aide à l'enfance, soudain plus écoutées, militent pour un contrôle approfondi des adoptants, où l'analyse psychologique aurait une place déterminante. Plusieurs élus locaux ont promis de soutenir des réformes législatives pour éviter que ne se reproduise un drame semblable. Dans cette épreuve, 2 voix se sont érigées. Celle d'Ethan, malgré son mutisme, raconte l'horreur à travers ses cicatrices, ses craintes, mais aussi son courage silencieux. Celle de Daniel Carter s'exprime haut et fort pour dénoncer la perversité de ceux qui prétendaient offrir un foyer à un enfant abandonné. Le livre que Daniel a écrit connaît un certain retentissement, touchant un large public qui prend alors la mesure de la souffrance endurée. Il devient un porte-parole involontaire des victimes de maltraitance, prouvant que parler, c'est déjà reprendre un peu de pouvoir sur un passé douloureux. Pour conclure, je tiens à dire, de mon point de vue, que je suis profondément émue par ce que nous venons de parcourir ensemble. Les histoires de ce genre me bouleversent toujours, et je ressens le besoin de saluer le courage des victimes qui trouvent la force de s'en sortir et de témoigner. Je vous remercie énormément d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout, et j'espère que vous avez pu, malgré l'horreur, y puiser une réflexion sur la nécessité de veiller les uns sur les autres. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et si vous souhaitez prolonger l'expérience, je vous invite à découvrir mes autres vidéos qui abordent également des enquêtes criminelles et des faits divers tout aussi fascinants. J'ai vraiment hâte de vous retrouver bientôt pour de nouvelles histoires, et j'espère que vous continuerez à soutenir mon travail et à partager vos impressions. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous, où que vous soyez. Pour approfondir l'analyse médico-légale, plusieurs experts furent appelés à la barre pour décrire en détail les méthodes employées par le couple Forrester dans la cave. Les détectives avaient découvert des traces significatives de sang appartenant à l'enfant, dispersées sur le sol et sur certains objets, prouvant la répétition d'actes violents. Des échantillons de tissus et de cheveux, récupérés près d'anciennes cordes, permirent d'établir l'ancienneté de certaines blessures. Les médecins légistes expliquèrent que la disposition des traces sanguines, couplée à la présence de marques de contention sur les poignets et chevilles d'Ethan,
montrait à quel point Beverly et Alan organisaient leurs sévices avec froideur. Les comptes rendus de ces analyses, bien que hautement techniques, impressionnèrent les jurés, soulignant la nature méthodique de cette violence. Un psychologue spécialisé dans le profilage criminel, mandaté par l'accusation, livra une expertise glaçante. Selon lui, le couple avait développé un mode opératoire commun. Beverly exerçait une fascination quasi hypnotique sur Alan, utilisant son besoin de reconnaissance pour l'entraîner dans ses plans sadiques. Elle le plaçait constamment dans une dynamique de défi ou de complot, l'amenant à franchir chaque fois une limite plus extrême. Alan, de son côté, semblait trouver dans ses actes l'illusion d'un pouvoir qu'il n'avait jamais possédé auparavant. Le psychologue rapprocha ce fonctionnement de certains duos criminels célèbres où la répartition des rôles se concrétise par une escalade de la cruauté. Par ailleurs, des enquêtes complémentaires mirent en évidence que Beverly avait déjà manifesté, dans son adolescence, des signes de personnalité dangereuse. Des témoignages d'anciens camarades firent état d'agressions animales ou de harcèlement répété envers des plus jeunes. Jamais ces incidents n'avaient été rapportés aux autorités, soit par peur, soit parce qu'on n'y voyait que des bêtises de jeunesse. Au fil du temps, ces comportements s'étaient manifestement enracinés, évoluant en un schéma organisé de domination. La découverte de carnets intimes dans sa chambre, rédigés dans un style précis et méticuleux, révélait son intérêt obsessionnel pour la douleur infligée à autrui. Certains passages détaillaient même des expériences qu'elle projetait de réaliser, confirmant une préméditation glaçante. Enfin, l'avocat général rappela que, sans l'intervention rapide des services sociaux alertés par l'école, le petit Ethan aurait pu connaître le même sort que Daniel Carter, ou pire. Le magistrat insista sur le courage de Daniel, dont le témoignage avait permis de démontrer qu'il ne s'agissait pas d'une dérive passagère, mais d'un mode de vie criminel établi depuis des années. L'accusation exposa également la portée symbolique de l'affaire. Au-delà de la simple punition de 2 individus, il s'agissait de réveiller les consciences sur la nécessité de contrôler plus rigoureusement l'octroi des adoptions et de préserver les enfants les plus vulnérables. Les membres du jury, émus par ces considérations, prirent pleinement la mesure de leurs responsabilités au moment de délibérer. Après l'énoncé du verdict et la sentence prononcée, des associations de protection de l'enfance publièrent plusieurs communiqués, remerciant les enquêteurs pour leur ténacité et saluant la mobilisation de la communauté. Dans les mois qui suivirent, une campagne de sensibilisation fut lancée dans tout l'État du Maine, encourageant les citoyens à contacter immédiatement la police ou les services sociaux en cas de doute. Des formations spécifiques furent proposées aux travailleurs sociaux, aux enseignants et aux intervenants médicaux pour mieux repérer les indices de mauvais traitement. Malgré l'horreur de l'histoire, beaucoup y virent le point de départ d'une profonde réforme des mentalités, destinée à endiguer la maltraitance infantile. Avec le temps, la mémoire collective retiendra sans doute le nom d'Ethan Chambers comme celui d'un enfant sauvé de justesse et qui, par son existence même, aura permis de mettre au jour l'un des plus sombres dossiers criminels de la région. Les habitants continuent, aujourd'hui encore, de se demander s'ils auraient pu intervenir plus tôt, s'ils avaient prêté attention à de légers signaux ou si la crainte d'être indiscrets ne les avait pas freinés. Cet examen de conscience, bien que douloureux, a enclenché une dynamique de solidarité nouvelle, dans laquelle chacun se sent plus responsable du sort des enfants qui vivent autour de lui. Pour beaucoup, c'est la seule façon d'honorer le courage d'Ethan et de Daniel, et de s'assurer que plus jamais un enfant ne subisse de telles souffrances dans le silence,